Bien, bonjour à toutes et à tous. Après ce café très réconfortant, nous allons poursuivre donc par les communications orales de nutrition et donc débuter par une présentation de Marc Belaiche. Je te laisse présenter. Alors, on va commencer par notre showman préféré, Marc Belaiche. Donc, Marc, mon enfant ne veut pas de borceau, que dois-je faire ? Merci pour cette présentation. Donc effectivement, merci de me donner la possibilité de vous faire part de notre expérience en ce qui concerne les difficultés alimentaires. Les difficultés alimentaires qui, comme vous le voyez, ont une large prévalence chez l'enfant et on va se cibler entre 1 et 6 ans. Et vous allez me dire, les difficultés alimentaires, l'enfant refuse de manger. C'est peut-être parce qu'on ne lui donne pas ce qu'il aimerait avoir devant lui à table. Et à Bordeaux, il était évident qu'il fallait lui présenter le bon aliment. Alors vous allez me dire, de toute façon, s'il ne mange pas, on sait ce qu'il faut faire. Il suffit de la jouer avec le poupon, regardez. Il refuse de manger. Non. On prend Mickey, qui veut pas non plus. On montre ce qui se passe si jamais il mange pas. Et là, vous allez voir, regardez les yeux de l'enfant. Direct. Donc, vous allez me dire à quoi ça sert de poursuivre ce que j'ai à vous livrer dans ces quelques minutes. Alors, j'aimerais qu'on parle plus de troubles du comportement alimentaire du petit enfant que troubles de l'oralité, parce que j'aimerais vous convaincre que manger, c'est pas une histoire de bouche, mais c'est une histoire d'univers sensoriel et neurosensoriel. Parmi les enfants qui ont consulté pour ces motifs de difficultés alimentaires, comme vous voyez, ce qui apparaît en premier de très loin, c'est la sélectivité, que ce soit en termes de texture ou que ce soit en termes d'aliments, avec des histoires tout à fait fascinantes d'enfants qui ne mangent que du orange, que du blanc, qui ne mangent que du liquide. Les autres causes existent, et en particulier, j'insiste sur les 15% des enfants qui ont eu des expériences difficiles d'inhalation de corps étrangers, alors que ça s'est passé au niveau de l'arbre respiratoire, et qui, dans les suites, ont eu des difficultés alimentaires qui ont été extrêmement handicapantes. Mais on va, dans ce court moment qui m'est proposé, se concentrer sur 244 enfants qui ont bénéficié d'une exploration de consultation très particulière. Et parmi celles-ci, on voit qu'il y en a donc une bonne partie qui ont consulté pour sélectivité alimentaire. Et au fur et à mesure de ces 15 années d'expérience de consultation, on s'est rendu compte que les parents, spontanément, nous disaient que ça avait commencé, ces problèmes-là, la diversification alimentaire, et après, quand ils n'étaient pas du tout intéressés par leur environnement, et que quand il y avait une étiquette qui était encore présente au niveau de leur habit, ou quand ils avaient quelque chose de collant en main, ceci leur était extrêmement désagréable. Et donc, Véronique Leblanc et moi-même, qui animons cette consultation à l'hôpital Robert Debré, eh bien, nous avons, à partir, il y a à peu près 5 ans, mené une étude prospective avec 4 témoins, et on a essayé de cibler 110 enfants spécifiques qui avaient une sélectivité des textures, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient manger que lisse. Et dès qu'il y avait un petit grumeau, il fallait qu'ils crachent, ou dès qu'il y avait un morceau, pour eux, c'était absolument impossible à appréhender. On les a testés avec une échelle de Montréal qui a confirmé le diagnostic de difficulté alimentaire d'un point de vue objectif. Et grâce à un questionnaire semi-directif,
on a visualisé quelle était la date d'acquisition de l'exploration orale des objets et quel était leur profil sensoriel. Et la première chose que j'aimerais vous livrer et qui a été plus ou moins évoquée mais jamais décrite en chiffres, c'est celle-ci. C'est-à-dire que vers l'âge de 6-10 mois, comme vous savez, ça fait partie du développement normal des enfants de prendre tout ce qu'il y a autour d'eux et de les mettre dans la bouche, de l'explorer à l'intérieur de la bouche. Eh bien, chez ces enfants qui ne gèrent pas les morceaux, dans plus de 2/3 des cas, ils n'ont pas eu cette exploration. Les parents disent « Ah ben ça, nous on n'a jamais eu peur qu'il avale de travers, hein, on a pu prendre un apéro tranquille, jamais ça les a intéressés », alors que dans une population témoin, vous avez vu que ceci n'a été retrouvé que dans 7% des cas. Plus encore, manger, c'est une histoire de sens, c'est appréhender l'aliment en le visualisant, puis ensuite au niveau olfactif, et enfin au niveau tactile, pour que ça vous parle. Voyez quelle est l'intensité de l'irritabilité, certains disent hyper-irritabilité visuelle. Cet enfant, tant que c'est du liquide, il n'y a pas de problème. Dès qu'il va voir arriver la cuillère avec des morceaux, vous allez le voir. Vous voyez, il est paisible, hein. Bon, il est mal installé, mais bon. Il est paisible et vous allez voir la cuillère arriver. Il la voit. Je vous ai coupé le son tellement ça se passe de commentaires. Voilà. Ça, c'est l'irritabilité visuelle. Vous comprenez que cet enfant-là, si on lui ouvre la bouche de force, on va complètement enquister ces troubles du comportement alimentaire. En ce qui concerne cet enfant, dès qu'elle sent un aliment qu'elle n'arrive pas à gérer, eh bien, elle se met à vomir. Et regardez ses mains. Vous voyez ses mains ou pas? Complètement écartées dans une irritabilité, celui-ci tactile, c'est-à-dire que rien qu'avec le sucre qu'il y a sur le boudoir, ça le gêne de manière extrêmement importante. Vous voyez, il suffit qu'il casse des petits morceaux. Vous allez voir, regardez, voilà, c'est une histoire de... Ils sont obligés de s'essuyer tout le temps. Ils ne peuvent pas avoir quelque chose de collant ou quelque chose qui soit irritant pour eux. Et comme vous le voyez, par rapport au groupe qui est au groupe témoin, eh bien, on a des irritabilités visuelles. C'est quand même très très important. Vous imaginez un enfant, dès qu'il voit un aliment, il tourne la tête ou il se met à vomir, c'est quand même quelque chose de très intense, hein. Et c'est retrouvé dans 1/4 des cas. Dans 1/3 des cas, c'est cette irritabilité olfactive. Et dans 79% des cas, c'est ces enfants qui ont une irritabilité tactile. Autrement dit, on est dans une situation où il nous paraît extrêmement important pour comprendre et guider ces enfants dans la prise en soin, de savoir quand ils ont des problèmes de sélectivité en particulier, mais de troubles du comportement alimentaire entre 1 et 6 ans en général, de savoir quelle a été la période de diversification avec l'acquisition de ces explorations orales des objets, de faire une exploration d'irritabilité sensorielle. Notre hypothèse ou notre postulat, c'est que si on n'a pas exploré les objets en bouche, eh bien, on n'a pas eu une désensibilisation endobuccale qui s'est faite, et à ce moment-là, on a toujours une irritabilité par la suite, d'autant plus que quand on a quelque chose en bouche, je ne sais pas si je suis filmé, ça fait des mouvements de langue latéraux, et sans mouvement de langue latéral, on ne peut pas balayer les morceaux, puisque pour ce qui est que liquide, on peut faire le mouvement antéro-postérieur de la langue, ça suffit, mais on a besoin du balayage pour arriver à gérer les morceaux. Autrement dit, à la fois pour une question praxique et pour une question d'irritabilité endobuccale et de cette désensibilisation, il nous paraît important de poser ces questions chez tous les enfants qui ont des difficultés alimentaires pour orienter au mieux leur prise en soin et faire en sorte que celle-ci s'amende. Je vous remercie de votre attention.
Est-ce que vous avez des questions pour Marc ? Bonjour, bravo. Est-ce qu'on a fait la même étude sur les enfants qui avaient des antécédents d'allergie alimentaire ? Parce que je pense à nos enfants qui on essaye d'induire des tolérances et qui ont des problèmes absolument majeurs. Et on s'aperçoit que des fois que c'est des problèmes de texture ou c'est des problèmes de vision aussi. Et est-ce qu'il y a eu des études faites dans ces populations ? Alors, nous, on n'en a pas fait. Il y a des publications de ce type-là. On sait que ceux qui ont eu des allergies au long cours ont effectivement une petite aversion pour les goûts sucrés versus les goûts amers. Ils préfèrent les goûts amers. On sait qu'il y a ces modifications. Et ça, je sais que c'est l'équipe de Trousseau, c'est Anaïs et Julie qui travaillent beaucoup sur ce sujet. Et effectivement, à n'en pas douter, elles vont publier bientôt sur ce sujet. Je te remercie de les encourager. Marc, salut, devant toi. Noël. Oui, mais quand je suis ébloui par les flashs... Bah oui, je sais. 20% du groupe contrôle présente une irritabilité sensorielle tactile. Oui. Et oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Quand il y a quelque chose là, qui vous savez, là, qui ne coupe pas les étiquettes derrière le... ici, je pense qu'il y en a 2 sur 10 qui coupent les étiquettes. Ah non. Donc tu fais partie des irritabilités tactiles. Je viens de faire devant vous un diagnostic, mesdames et messieurs. Ça définit... Voilà. Non, bien sûr. Il y a alors le profil sensoriel de Dunn qui est fait pour les enfants qui ont des troubles du spectre autistique définit vraiment l'irritabilité tactile avec des questionnaires qui sont un petit peu longs. Pour nous, c'est vraiment des enfants qui irritabilité tactile, c'est-à-dire que dès qu'ils ont quelque chose qui est collant ou qui agrippe dans la main, ils ont besoin de s'essuyer. C'est des enfants qui n'ont pas pu marcher dans le sable ou dans l'herbe pieds nus. Mais il y a beaucoup d'adultes encore qui ont ce problème-là. Et quand on fait des profils sensoriels chez les adultes, on a effectivement une proportion qui est non négligeable. Et à ma grande surprise, chez les enfants, j'ai trouvé 20% d'entre eux où les parents spontanément disaient on les a recrutés à la crèche de l'hôpital et dans une école maternelle. Et donc, à ma grande surprise, les parents décrivaient en disant c'est pas possible, dès que c'est le sable, ils mettent les pieds en l'air, etc. Alors qu'ils sont sans aucune difficulté alimentaire, ils étaient plutôt bien portants. Des enfants avec troubles du comportement alimentaire et les parents qui peuvent aussi avoir des dysensorialités qui existent depuis très longtemps. Comme on disait, il y a beaucoup d'adultes qui ne supportent pas l'étiquette. Exactement. Donc, on dit que c'est des parents dits obsessionnels et on en a une bonne partie parce qu'effectivement, dès qu'il y a quelque chose dans les mains, tout de suite, ils ont essayé de les essuyer au plus tard. Et donc, c'est une invitation à ce que nous ne soyons pas trop propres, à la fois dans le côté du microbiote cher à mon ami Alexis, mais à la fois aussi dans cette manière d'avoir une désensibilisation sensorielle naturelle. Donc apprenons à vivre un petit peu en saleté et collés les uns des autres. Merci. On va peut-être poursuivre. Parce que moi, je peux rester longtemps, là, si vous voulez. Hein. Le sujet est passionnant, mais effectivement... On n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Ah oui. Nous allons poursuivre donc... Et j'appelle Béatrice Duberne. On va reparler des comportements alimentaires d'enfants qui sont inhabituels et qui présentent une obésité précoce de cause génétique rare. Ça va pas être simple de passer après Marc Belaïch. Je pense que je vais moins vous faire rire avec les enfants obèses.
Donc, je vous présente le travail de mémoire de DU de Lara Arnouk, qui ne peut pas être parmi nous parce qu'elle attend un heureux événement. Donc, sur la caractérisation du comportement alimentaire d'enfants avec obésité précoce de causes génétiques. Alors, la première diapo, je l'ai montrée pendant mon diapo pour ceux qui m'ont fait le plaisir d'être là. On sait que ces obésités de causes génétiques rares sont des formes donc génétiques précoces d'obésité, avec un certain nombre de syndromes et des variants dans la voie leptine mélanocortine. Et en fait, elles ont un phénotype très particulier qui est l'obésité précoce, les troubles du comportement alimentaire, souvent des troubles du neurodéveloppement et des déficits endocriniens. Et en fait, dans troubles du comportement alimentaire, là aussi, vous parliez de troubles de comportement alimentaire quand ce sont des petits mangeurs. Tout ça, c'est un grand fourre-tout. Et finalement, il est important que l'on précise les caractéristiques des troubles du comportement alimentaire chez les patients qui ont ces obésités très sévères et très précoces. Est-ce que c'est de l'hyperphagie, de l'impulsivité? Il y a parfois des vols de nourriture qui sont décrits, notamment dans certains syndromes comme le syndrome de Prader-Willi. Mais par exemple, chez les patients qui ont des variants sur la voie leptine mélanocortine, on ne sait pas très bien, on dit qu'ils sont hyperphages, mais c'est quoi cette hyperphagie? Donc il nous semblait important de caractériser ce comportement alimentaire chez des patients qui avaient des obésités d'origine génétique. Alors, on a utilisé 2 questionnaires, un questionnaire validé qui s'appelle le questionnaire d'hyperphagie de Dykens, qui a été validé dans le syndrome de Prader-Willi, mais que l'on peut utiliser dans d'autres formes syndromiques, et un questionnaire dit Maison, dit Trousseau, qui est un questionnaire d'impulsivité qui a été mis en place par notre diététicienne et qui évalue en fait plutôt l'impulsivité alimentaire. Alors, bien sûr, il n'est pas validé, mais on va participer avec ce travail à sa validation. Donc le questionnaire de Dykens, vous voyez, ça explore 3 dimensions. Désolé, c'est un peu du franglais, mais c'est plus sur la frustration, le comportement autour de l'alimentation, la frustration lorsqu'on nous refuse l'alimentation, et puis la sévérité. On parle d'hyperphagie lorsque le score est au-dessus de 19. Et notre questionnaire, c'était 10 questions qui évaluaient vraiment les capacités de contrôle des enfants, parce que quand on a des spectres autistiques et une obésité, cette capacité de contrôle est probablement moins bonne. Et on parlait, selon l'expérience clinique, mais ça n'est pas vrai, d'impulsivité si au moins 7 réponses étaient positives. Alors, on a inclus 92 enfants, âgés en moyenne de 10 ans, Z-score moyen de 5 déviations standards. Vous avez ici la répartition. On avait bien sûr 58 enfants qui venaient pour obésité commune. C'est une étude rétrospective, je ne l'ai pas précisé, c'est important, à qui on faisait passer les questionnaires. Vous avez 19 enfants qui avaient une obésité avec déficience intellectuelle pour lesquels on n'a pas retrouvé de génétique, et 15 pour lesquels on avait un diagnostic. Alors, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que ces enfants n'étaient pas plus... les enfants qui avaient des obésités de cause rare n'étaient pas plus obèses, on va dire, à l'entrée, puisqu'ils avaient un Z-score moyen aux alentours de 5. En revanche, l'histoire de pondérale était beaucoup plus sévère et beaucoup plus précoce, puisque vous voyez que même s'ils avaient le même niveau d'IMC, ils consultaient beaucoup plus tôt, aux alentours de 7-8 ans, alors que dans les autres groupes, on était plutôt à 12-13 ans. Et puis, dans l'histoire de l'obésité, on voyait que beaucoup plus fréquemment, on ne retrouvait pas de rebond d'adiposité avec une évolution extrêmement rapide de l'IMC, qui est probablement le critère qui doit nous orienter vers une obésité génétique rare. De la même façon, l'âge auquel l'IMC passait le seuil, vous savez, d'obésité au-dessus de l'IOTF 30 était beaucoup plus précoce pour les obésités de cause rare, et pareil pour l'IMC au-dessus de l'IOTF 40. Vous voyez, quand on passe l'IOTF 40 à l'âge de 3 ans, alors que l'IOTF 40, c'est la définition de l'obésité sévère chez l'adulte, on se dit que quand même, on est dans une obésité particulièrement sévère. C'est le cas de le dire. Alors, ensuite, on a regardé les scores d'hyperphagie. En fait, on retrouvait un score de Dykens au-dessus de 19 chez 68% des sujets dans la cohorte totale. Donc finalement, cette hyperphagie, elle était présente dans tous les diagnostics, et il n'y avait pas de différence significative entre les groupes. Donc, comme si c'était finalement un phénotype vraiment commun. Je vous rappelle que c'est validé dans une obésité avec déficience intellectuelle, le syndrome de Prader-Willi.
Et il n'y avait pas de différence significative quand on regardait les différentes dimensions entre les groupes de diagnostic. Donc finalement, un phénotype commun en fonction des groupes et pas de phénotype spécifique, contrairement à ce qu'on pensait en cas d'obésité génétique. Le score d'impulsivité, il a été retrouvé finalement que chez 15% des cas, il n'y avait pas de différence en fonction des groupes. Puis ensuite, on s'est dit, finalement, ceux qui ont le score d'impulsivité le plus sévère, est-ce que c'est ceux qui ont le score de Dykens le plus élevé, comme s'il y avait une caractéristique commune? Et effectivement, on a vu que ceux qui avaient un score d'impulsivité au-dessus de 7 étaient ceux qui avaient les scores médians de Dykens et de réaction à l'alimentation qui étaient les plus élevés. Donc probablement un phénotype commun et une difficulté à se contrôler. Donc, en conclusion, même si ce travail il est rétrospectif, il est monocentrique, il y a un questionnaire non validé, c'est quand même important de le faire parce que ça nous permet de mieux caractériser. On est capable de mieux caractériser le comportement alimentaire des enfants qui ont des obésités génétiques. Vous voyez, ça, c'est au-delà de l'interrogatoire diététique classique. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les obésités précoces sont caractérisées par une hyperphagie, même quand il y a une déficience intellectuelle, bien sûr, avec une impulsivité. Et je pense l'incapacité de se contrôler. C'est-à-dire que l'hyperphagie est tellement forte qu'ils ne peuvent pas se contrôler, d'où ces obésités très sévères. Et ça va être intéressant de confirmer tout ça pour, vous l'avez vu tout à l'heure, pour essayer de mieux voir l'impact sur le comportement alimentaire des différents médicaments. Je vous remercie. Voilà. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Oui, Alexis? Ça marche. Merci beaucoup, Béatrice. Juste une question. Tu as fait passer les questionnaires à l'âge de 10 ans dans toutes les obésités, mais tu dis bien qu'à l'âge de 10 ans, finalement, ils ont le même IMC, alors que les génétiques commencent plus tôt. Donc, est-ce que tu ne penses pas que si tu avais fait un questionnaire, alors peut-être adapté à l'âge de 3 ans, tu aurais vu une différence dans les scores? Possiblement, tout à fait. En fait, juste pour la petite histoire de la façon dont on a fait ça, c'est qu'on faisait passer ces questionnaires pour essayer de valider le nôtre à la première consultation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la première fois qu'on les voyait et on sait que malheureusement, c'est comme ça, souvent les enfants arrivent plus tard, c'est-à-dire vers l'âge de 10 ans, ils sont déjà très très obèses finalement. Mais je suis d'accord avec toi, probablement on aurait vu des anomalies plus sévères peut-être quand ils étaient plus jeunes, d'où l'intérêt en fait, dès qu'on pense qu'il y a une obésité syndromique génétique, de très vite les explorer. Ouais, je suis d'accord. Vous êtes sans voix. C'est bon? Merci. Nous allons enchaîner avec Karine Garcet qui va nous reparler de la problématique du biberon de complément en maternité. Ça fait pas mal couler de salive depuis de nombreuses années avec des petites nouveautés. Merci beaucoup. Bon, alors Béatrice, c'était difficile pour toi de passer après Marc et pour moi de passer après Marc et toi. Donc, on va parler des biberons de complément à la maternité et risque d'allergie aux protéines de lait de vache chez les nouveau-nés exclusivement à l'été. Donc, l'allergie, alors ça, c'est mes conflits d'intérêt et cette étude a été financée par NHS Menarini. L'allergie aux protéines de lait de vache, comme vous le savez, est la plus fréquente des allergies chez l'enfant, avec une prévalence de 2 à 6%. Et donc, la prévention primaire repose sur l'identification des facteurs de risque. Le biberon de complément à la maternité chez les nouveau-nés à l'été est trop fréquente, est une pratique trop fréquente. C'est des vieilles études, mais de 88 et de 1999, qui montrent que effectivement, c'est plus de 80% d'enfants qui ont 1 à 2 biberons, notamment sur la première nuit. Et quand Patrick a interrogé effectivement sur la PHP les maternités de la PHP, effectivement, c'est encore quelque chose qui est trop souvent fait. C'est une pratique qui n'est pas toujours justifiée. Et donc, le plus souvent, ce biberon de complément contient des protéines de lait de vache entière. Les biberons de complément à la maternité sont des facteurs de risque d'allergie aux protéines de vache ultérieures. Ça a déjà été démontré dans 2 études, une plus ancienne qui date de 1999, une autre de 2019. La plus ancienne c'est quand même sur 6200 nouveau-nés avec un complément dans les 3 premiers jours de vie. Et comme on le voit, l'incidence de l'allergie aux protéines de lait de vache est plus importante sur
est plus importante, effectivement, quand il y a un biberon de complément avec des protéines entières, alors que quand c'est du lait maternel ou un hydrolysa, on est beaucoup moins fréquent. Sur l'étude de Urashima en 2019, c'est sur 312 nouveau-nés à risque atopique, avec une étude là prospective et randomisée, avec un complément dans les 3 premiers jours de 5 millilitres par jour de protéines de lait de vache, et ils étudient à 2 ans la sensibilisation, donc la présence d'IgE protéines de lait de vache, et on voit qu'il y a effectivement une différence dans la sensibilisation qui était significative, et dont l'allergie aux protéines de lait de vache IgE médiée à 2 ans, il y a aussi une différence. Donc le but du travail était effectivement d'évaluer sur une population française le risque d'allergie aux protéines de lait de vache ultérieures chez des nouveau-nés destinés à être exclusivement allaités, qui reçoivent effectivement un ou plusieurs biberons de complément contenant des protéines de lait de vache entières à la maternité et ou au cours du premier mois de vie. C'est une étude cas témoin et une étude française auprès de médecins pédiatres ou généralistes. Les nourrissons inclus étaient âgés de 6 à 9 mois. Allaités, ils devaient être allaités au moins 1 mois. Chaque pédiatre devait recruter 3 cas d'APLV et 1 cas témoin. Le diagnostic d'APLV était effectué sur l'histoire clinique évocatrice avec des tests cutanés et ou IgE positifs, ou une réaction anaphylactique, ou confirmation du diagnostic par un test d'éviction-réintroduction. Les données recueillies étaient effectivement le biberon de complément à la maternité, comme ici, mais aussi on a voulu étudier si il y avait un régime d'éviction des produits laitiers qui avait été effectué pendant la grossesse et l'allaitement, les antécédents familiaux d'atopie, la prise d'antibiotiques chez la mère, la prise d'IPP chez la mère, le mode d'accouchement, le tabagisme, les animaux au domicile, biberon de complément à la maternité, donc ça on en a parlé, celui de complément durant le premier mois de vie, les antibiotiques chez l'enfant durant le premier mois de vie, les IPP pendant le premier mois de vie et la supplémentation en vitamine D. Avec, dans les statistiques, une recherche de facteurs de risque en analyse multivariée et univariée. Donc, les résultats, on avait 554 enfants ayant une allergie aux protéines de lait de vache, avec 211 témoins. Et donc, ce qui ressort en analyse univariée sont effectivement... Alors, le but de l'étude étant... ça y est, c'est... Hop. Le but de l'étude étant effectivement le biberon de complément, et où on voit effectivement que c'est très significatif, le biberon de complément à la maternité et le biberon de complément pendant le premier mois de vie en univarié. Les autres facteurs étaient l'exclusion des produits laitiers pendant la grossesse et ou l'allaitement, les antécédents bien sûr familiaux d'allergie, et puis les IPP pendant le premier mois de vie chez l'enfant. En analyse multivariée, on retrouve 3 facteurs indépendants: le biberon de complément à la maternité, les antécédents familiaux d'atopie, l'éviction des produits laitiers pendant la grossesse, mais pas les biberons de complément durant le premier mois de vie. Donc en conclusion, la prise de biberon de complément contenant des protéines de lait de vache entière à la maternité chez un nouveau-né destiné à être exclusivement allaité augmente le risque ultérieur d'allergie aux protéines de lait de vache, comme cela a déjà été démontré. Il faut éviter les biberons de complément à la maternité chez ces enfants. Et effectivement, il y a eu des nouvelles recommandations de la Société d'allergologie européenne et de la Société française d'allergologie qui vont dans ce sens. Je vous remercie. Et je voudrais remercier la Société NHS d'avoir permis cette étude et le professeur Tournian qui m'a permis de faire cette étude également avec lui. C'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur. Merci. Merci. Il y a des questions dans la salle ? Clara ? J'en ai pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez la notion du lait qui avait été reçu dans le premier biberon ou pas ? Est-ce que c'était toujours Non, c'était compliqué parce qu'il y avait pas mal de mamans qui ne savaient pas effectivement quel lait exactement avait été donné. Pour la plupart, on le savait. Il y a 25%, je crois, qui... Ouais. Oui. Clara ? C'est 25%. Parle fort. Rien du tout. Karine, est-ce que tu sais s'il y a des données chez les bébés prématurés ? Parce que chez ceux qui sont le moins à risque d'entérocolite, même si c'est une maman qui allaite exclusivement,
selon les protocoles, il y a des enfants qui vont être amenés, en attendant d'avoir le lait de leur mère, à avoir du lait pour préma, qui sont des hydrolysats de protéines de lait de vache, mais on sait que c'est plutôt versus lait à chat que hydrolysat poussé de protéines de lait de vache. Est-ce qu'on sait s'il y a des données d'allergie chez ces enfants, avec plus d'allergie chez des bébés prématurés, par exemple? Alors, ce qu'on sait, c'est que les recommandations, enfin, vos indications chez les prématurés d'aller mettre des hydrolysats n'est pas justifié non plus. Après, sur les données d'allergie chez ces enfants, moi, je ne connais pas d'études, je ne sais pas si tu en connais. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que il y a plein d'indications qui ne sont pas justifiées d'aller donner, même chez ces bébés-là. Il n'y a aucune étude qui démontre qu'on devrait donner des hydrolysats chez les bébés prématurés avec des suspicions, voilà, sauf s'ils ont vraiment des entéropathies et encore. Mais il n'y a aucune donnée vraiment qui le démontre. C'est une habitude qui a été prise, mais qui n'est pas justifiée non plus. En fait, là, c'est plutôt, tu vois, le bébé qui va être allaité, mais du fait de la prématurité, la maman a une montée de lait. Non, ça, il n'y a pas d'étude. D'accord, il n'y a rien. Pour avoir une formation de... Je suis là, Karine. Ah oui, de néonatologie, je pense que la problématique, c'est que surtout dans ta première diapo, tu dis c'est une pratique pas toujours justifiée. Je pense que c'est une pratique qui est rarement justifiée. Parce que on donne beaucoup trop de compléments à la maternité et il faut vraiment qu'on travaille dans nos maternités pour arrêter et ne mettre les compléments que sur prescription médicale, sur des indications extrêmement précises. C'est pas grave si un enfant qui va bien, il perd un peu plus de poids qu'un autre à partir du moment où il va bien. Et il faut vraiment restreindre les indications et je pense qu'on n'y arrivera que si c'est une prescription médicale et qu'il n'y ait plus que les docteurs qui les prescrivent. Elle n'est vraiment pas justifiée, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci Karine. Je t'appelle la présentation suivante sur situation qu'on rencontre assez fréquemment, à savoir les troubles alimentaires et de l'oralité dans les suites de nutrition parentale à domicile. Donc j'appelle Clélia Dimari. Oui. Bonjour à tous et toutes. Je vous remercie beaucoup de cette opportunité de vous présenter cette étude qui a été conduite en collaboration avec tous les centres agréés de nutrition parentale à domicile pédiatrique de France. Et je m'excuse en avance pour mes fautes de français. Et donc, chez les enfants en condition d'insuffisance intestinale, l'introduction précoce de l'alimentation orale est recommandée pour ses nombreux bénéfices sur la trophicité intestinale, l'oralité, la qualité de vie. Néanmoins, ces enfants développent souvent des troubles d'oralité alimentaire qui en compromettent le sévrage de la nutrition parentale et la qualité de vie. Différentes études ont décrit ces difficultés et les facteurs de risque associés, mais il n'y a pas beaucoup de données de prévalence décrites. L'objectif de notre étude était d'évaluer la prévalence et la sévérité des troubles d'oralité alimentaire des enfants français en nutrition parentale à domicile pour insuffisance intestinale et de rechercher les facteurs associés à leur survenue. Il s'agissait d'une étude multicentrique transversale qui a été conduite de mars à septembre 2021 et qui a impliqué tous les 7 centres experts pédiatriques français de nutrition parentale à domicile pendant de mars à septembre 2021. On a donc inclus dans l'étude tous les enfants suivis dans ces centres âgés de 6 mois à 6 ans et en nutrition parentale à domicile de la première année de vie pour insuffisance intestinale, et on a exclu les enfants présentant des pathologies pouvant entraîner des troubles d'oralité alimentaire propres. Les parents des enfants inclus ont été demandés de compléter l'échelle d'alimentation de Montréal pour enfants, validée aussi en langue française pour l'âge de 6 mois à 6 ans, et dont la cotation permet de définir les troubles d'oralité alimentaire et de les stratifier en légers, modérés ou sévères. Les données médicales et sociodémographiques des patients inclus ont été recueillies rétrospectivement en se focalisant en particulier sur le facteur décrit en littérature pouvant entraîner des troubles d'oralité alimentaire, en particulier sur les facteurs néonataux tels que l'intubation orotrachéale prolongée, la pause prolongée des sondes nasogastriques ou des facteurs nutritionnels tels que l'alimentation orale ou entérale reçue. Enfin, on a réalisé une analyse par régression logistique multivariée pour essayer de trouver l'association entre ces facteurs et les troubles d'oralité.
Pendant la période d'études, 138 enfants d'âge 6 mois, 6 ans ont été suivis dans les différents centres. On a pu inclure 112 enfants d'âge médian 37 mois, 55% masculins et dans la plupart des cas atteints d'un syndrome du grêle court. Dans cette population, on a pu calculer un taux de troubles d'oralité de 51%, les 28% de la population présentant des troubles sévères. Selon les différents centres, la prévalence des troubles d'oralité oscillait entre le 40 ou les 60%. Et un premier facteur revenu associé aux troubles d'oralité alimentaire, c'était la nutrition entérale actuelle sur gastrostomie. Ce facteur peut représenter soit une conséquence, soit une cause des troubles d'oralité alimentaire. En effet, dans un côté, tous les 7 centres français sont concordants dans la stratégie de limiter l'utilisation de la nutrition entérale et la réserver aux enfants qui, malgré l'obtention d'une adaptation intestinale, présentent de troubles d'oralité sévères qui compromettent le sévrage de la nutrition parentale. D'autre côté, d'autres études ont déjà décrit le rôle de causalité qui peut être joué par la mise en place de la nutrition entérale. En particulier, cette étude récente conduite par l'équipe de Necker du Canada a montré comme dans les centres canadiens où on utilise de façon routinière la nutrition entérale, on a un taux de troubles d'oralité calculé avec la même échelle qu'on a utilisée dans notre étude, des fois plus importante par rapport aux centres français où on la limite. Et comme on peut voir par la comparaison de deux graphiques, les données de Paris vont dans le même sens de données de tous les restes des centres français. Un autre facteur revenu associé, c'était le suivi actuel en orthophonie qui représente plus une conséquence des troubles d'oralité, puisque la plupart des patients qui en souffrent sont adressés en orthophonie pour essayer de faire face à ces problèmes. Malheureusement, on n'a pas pu étudier le rôle de la mise en place précoce de l'orthophonie pour manque de données précoces dans la plupart des dossiers analysés. Et enfin, une autre association a été retrouvée avec une taille actuelle inférieure à moins de DS qui pourrait souligner comme l'alimentation orale dans cette population puisse jouer un rôle sur une croissance plus harmonieuse. Donc, en total, en conclusion, notre étude confirme que les troubles d'oralité alimentaire sont un problème fréquent en nutrition parentale à domicile. Donc, on souligne l'importance de la prévention et l'identification précoce dans cette population. Cette étude est malheureusement limitée dans son recueil rétrospectif de données qui parfois manquent, qui ne sont pas précis, mais couramment, à notre connaissance, représente la plus grande cohorte d'insuffisance intestinale dans laquelle la prévalence des troubles d'oralité alimentaire a été décrite. Je vous remercie tous de votre attention et j'en profite pour remercier tous les centres qui m'ont accueilli pendant le recueil de données et la filière FIMATO pour les aides dans le financement de tous mes déplacements. Merci. Merci pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, bien que tu n'aies pas recueilli le moment où il faut présenter ses enfants à des phoniatres ORL, des orthophonistes, des psychomotriciens, est-ce que tu penses qu'il faudrait recommander ça très tôt dans nos services, bien avant qu'ils soient en nutrition parentale à domicile ? Oui, même s'il n'y a pas peut-être tous les chiffres, mais est-ce que ça changerait peut-être la donne ? Oui, effectivement, on a déjà une grosse attention sur cette problématique dans les dernières années. C'est vrai que la prévalence de troubles d'oralité dans cette population est le 50%, donc c'est un peu majeur par rapport à la population générale parce qu'on y fait déjà beaucoup attention, mais effectivement, prendre en place ces problèmes, se focaliser sur ces problèmes précocement pourrait aider encore au mieux dans la prise en charge future. Merci beaucoup pour votre présentation, très bien. Merci. Pas de faute de français. Bravo. Ah, merci. C'est passé un petit peu vite. 40% des enfants avec troubles de l'oralité de la cohorte n'avaient pas de prise en charge orthophonique, c'est ça ? Non, alors, je peux J'ai mal vu. avoir... Avec le oui, je ne me souviens pas perfectement, mais il y avait... la flèche rouge. Non, parce que je pense qu'il faut que j'ai à nouveau mes présentations. Donc, c'était le données que j'ai montré, c'était pour la prise en charge actuelle en orthophonie. Donc, c'était les enfants qui sont actuellement pris en charge, mais je ne me souviens pas les données par cœur. Donc, OK.
Donc là, c'était combien d'enfants sont suivis actuellement. Oui, ça, ce sont les données qu'on avait retrouvées en regardant tous les dossiers. Donc, dans nos centres, 40% des troubles de l'oralité n'ont pas de prise en charge orthophonique, c'est ça? Oui, exactement. Okay, d'accord. Oui, oui, oui. C'était juste... Oui, étonnante. Donc, merci beaucoup. Merci. Je vais vous épargner mon accent anglais épouvantable. Donc, on va continuer avec Marianne Fricaudet de l'équipe de Lyon qui va nous présenter la performance d'un test salivaire pour le dépistage des hypercholestérolémies familiales chez l'enfant. Bonjour, désolée, j'aurais dû le mettre en français. Bonjour à tous. Je vais vous présenter notre travail que j'ai effectué pendant mon année recherche qui s'intéresse à l'étude des performances d'un outil de dépistage non invasif de l'hypercholestérolémie familiale chez l'enfant par un test salivaire. Alors, pour faire une rapide introduction, le cholestérol, c'est un élément indispensable à la vie. Néanmoins, il peut être dangereux lorsqu'il est présent en trop grande quantité pendant une période prolongée, entraînant des lésions d'athérome. L'hypercholestérolémie familiale est une maladie génétique, autosomique dominante, qui a pour origine des mutations dans les gènes intervenant dans le catabolisme du LDL, comme le gène du LDL récepteur, de l'ApoB, de PCSK9 et de l'ApoE. C'est une maladie fréquente puisqu'une personne sur 310 serait hétérozygote pour la maladie. L'hypercholestérolémie familiale est responsable d'une augmentation du risque cardiovasculaire. Les recommandations nationales et internationales prônent une prise en charge précoce dans l'enfance de l'hypercholestérolémie. Néanmoins, le dépistage par prélèvement sanguin, par son abord invasif, peut être un obstacle à la généralisation de ce dépistage. Les objectifs de notre étude étaient de rechercher une corrélation entre les concentrations de cholestérol sanguine et salivaire chez l'enfant et d'étudier les performances et la faisabilité des tests salivaires utilisés. 30 enfants contrôle et 30 enfants hypercholestérolémiques ont été inclus dans l'étude avec la réalisation d'un prélèvement salivaire et d'un prélèvement sanguin pour doser le bilan lipidique. Le cholestérol salivaire était dosé par 2 kits enzymatiques, Amplit et Cell Biolabs. Des comparaisons entre les deux groupes ont été réalisées pour le prélèvement sanguin, le prélèvement salivaire, ainsi qu'un test de corrélation sang et salive. Et comme nous n'avions pas de données précédentes sur ces kits et le dosage du cholestérol dans la salive, nous avons réalisé des tests de performance analytique en confectionnant 2 poules de patients. On mesurait ces échantillons de manière répétée à 6 reprises sur une même plaque pour évaluer la répétabilité et les dosages ont été effectués répétés dans le temps sur 3 répétitions différentes pour mesurer la fidélité intermédiaire. Enfin, l'étude du délai de congélation sur la concentration en cholestérol de la salive a été étudiée en congelant à différents temps, passé à température ambiante, un échantillon salivaire d'un témoin. Alors, il n'y avait pas de différence des caractéristiques démographiques entre nos 2 populations. La concentration en cholestérol total sanguine était significativement différente entre les patients hypercholestérolémiques et les témoins sains. Malheureusement, nous n'avons pas retrouvé de différence significative de cholestérol salivaire entre les patients hypercholestérolémiques et les témoins sains, que ce soit avec le premier kit ou le deuxième kit. De plus, en étudiant la corrélation entre le cholestérol sanguin et salivaire dosé par les 2 kits, nous n'avons pas retrouvé de corrélation entre le cholestérol sanguin et salivaire, avec des indices de corrélation qui étaient extrêmement faibles et non significatifs.
Concernant l'étude des performances analytiques des tests, la répétabilité était correcte puisque autour de 7% ou moins. Et concernant la fidélité intermédiaire, elle était relativement élevée, mais ce qui peut être expliqué par un faible nombre de répétitions des tests. Concernant l'étude de l'effet du délai de congélation des échantillons sur la concentration en cholestérol salivaire, nous avons retrouvé que cette concentration de cholestérol augmentait de manière très importante plus le délai de congélation de l'échantillon était long, pouvant faire suspecter un problème de stabilité de l'échantillon de cholestérol salivaire à température ambiante. Alors, cette étude sur le dosage du cholestérol dans la salive chez les enfants a montré que celui-ci est bien détectable et quantifiable par des kits enzymatiques. Néanmoins, aucune corrélation entre la concentration de cholestérol total sanguin et salivaire n'a été retrouvée, ce qui ne nous permet pas de définir un seuil de cholestérol salivaire pour le dépistage de l'hypercholestérolémie familiale. Mais cette étude, même si elle est négative, permet d'ouvrir des perspectives de dépistage de l'hypercholestérolémie familiale de manière non invasive ou mini-invasive, soit par l'utilisation par exemple du papier buvard ou bien de prélèvements capillaires ou de microméthodes, comme a pu le montrer l'étude britannique de Wald qui faisait une étude inversée, un dépistage inversé en testant les enfants et ensuite, si les enfants étaient positifs, en diagnostiquant les parents. Voilà, je tiens à remercier le groupe francophone qui m'avait permis de financer ma bourse de recherche pour cette étude, ainsi que les services qui ont participé à l'inclusion des patients et le laboratoire de biologie des lipides. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'en ai une petite. Est-ce que la quantité de salive que vous avez prélevée peut influencer le résultat ? Parce qu'on a bien vu pour d'autres tests, notamment plus récemment pour le Covid, le dosage du Covid dans la salive est possible, mais il faut une quantité minimale de 2 ml qui n'est pas facile à récupérer chez l'enfant. Est-ce que ça peut être une hypothèse que ça soit moins... On avait essayé d'éviter d'avoir justement un manque d'échantillons en prenant une grosse quantité de salive. Et nos patients, justement, avaient eu parfois, je pense, des difficultés à cracher autant de salive. On avait fait une petite étude, justement, associée pour voir pourquoi est-ce qu'on avait eu tant de mal à ne pas trouver de corrélation. Et en fait, potentiellement qu'avec des micro-traumatismes, on pouvait libérer du cholestérol dans la salive. Par exemple, quand il se brossait les dents ou quand il se raclait la gorge, il pouvait faire des micro-traumatismes. Et donc, c'est pour ça qu'on avait des quantités de cholestérol qui parfois étaient très élevées dans la salive, mais potentiellement en fait liées à la présence de sang dans la salive. Donc, on avait pris une grande quantité de salive pour essayer d'avoir pas de problème d'échantillonnage et finalement, ça ne nous a pas servi. Ok. Des questions ? Merci. Achevons donc ces communications orales en écoutant Emmanuel Dugelet concernant un sujet original, l'évolution positionnelle des cathéters centraux au cours de la croissance naturelle des enfants en nutrition parentale prolongée. Merci. Donc, je vais vous présenter les données de la thèse d'Olivier Cartry, qui était interne chez nous et qui est maintenant en poste en réanimation en Guadeloupe, pourtant bordelais d'origine, mais il ne pouvait pas venir, donc voilà, il s'excuse. Et nous, on s'est posé une question assez simple, c'était de savoir si la croissance naturelle pouvait prédire le déplacement de l'extrémité distale du cathéter, parce qu'on effectue un certain nombre de radiographies pendant le suivi des patients. Et donc, vous allez voir le design qu'on a choisi pour cette étude. Donc, je ne sais absolument pas passer les diapos. J'imagine que si. La grosse flèche. Je faisais... Bah non. Non, ça veut pas. Ah, ça y est. Je vais y arriver. Donc, il y a beaucoup de recommandations chez l'adulte, assez hétérogènes. J'écoutais avec attention tout à l'heure le topo du chirurgien qui disait que maintenant, on est même amené parfois à placer les cathéters de longue durée dans l'oreillette droite. En pédiatrie, les données sont beaucoup plus rares. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de recommandation sur le suivi en termes de type d'examen et en termes de fréquence de suivi.
Alors, l'objectif, c'était de décrire notre population de cathéters et puis d'étudier donc l'association entre le déplacement du cathéter en millimètres et la croissance staturale de l'enfant sur la même période. Donc, on est parti de nos patients actuels en cohorte. On avait donc 290 cathéters centraux et on a exclu les cathéters pour lesquels on avait moins de 6 mois entre 2 radiographies de thorax, ce qui nous a fait une population d'études de 119. Donc c'était majoritairement des cathéters tunnelisés manchonnés, ça n'étonnera personne, essentiellement en jugulaire interne, et une longévité médiane de cathéters de 2,4 ans. Vous voyez que la majorité des cathéters duraient entre 1 et 5 ans, et les causes de retrait étaient principalement l'infection, qu'elles soient endo ou extraluminales, et puis en deuxième, donc la perte de la position centrale du cathéter dans 22% des cas. Donc sur ces cathéters-là qu'on s'est posé la question. Alors, on en a profité, parce que c'était quand même, ça faisait un peu partie de la question, pour regarder l'irradiation reçue lors des radiographies de thorax. Donc, dans notre centre, et c'est à peu près la même chose maintenant sur les normes radiologiques dans tous les centres, une radiographie de thorax, c'est 0,004 millisievert en moyenne par radiographie, donc je pense que ça ne parle à personne. Et donc, du coup, en élément comparatif, vous voyez que c'est un vol aller-retour Paris-Marseille. Donc, c'est à la fois beaucoup, mais finalement, on s'attendait à plus. Et si on extrapole, donc sur nos données, on a en moyenne 4,3 radiographies de thorax entre la pose et la dépose d'un cathéter, et à peu près 5 cathéters par enfant à l'âge pédiatrique, pour des enfants qui vont avoir une nutrition parentale très longue. Et donc, si on fait un petit calcul, on obtient 0,08 millisievert par patient à l'âge pédiatrique, ce qui fait un vol aller-retour Paris-Pékin. Ah, alors là, il faut que j'apprenne à revenir en arrière. Voilà. Alors ça, c'était pour vous montrer juste la technique d'analyse radiologique. Donc on a regardé, en fait, on s'est servi des structures avoisinantes. C'est une étude qu'on a menée en vraie vie, donc c'est ce qu'on fait vraiment dans le centre. On regarde la carène et on étudie la distance. Donc vous voyez, là, c'est le même patient, le même cathéter, entre 2014 et 2020. On a des cathéters qui restent parfois longtemps. Alors, c'est la diapositive un peu de résultats, enfin le résultat principal, je vais vous épargner tout le reste, mais on est parti donc sur un diagramme de dispersion et on a effectué un test de corrélation de Pearson. Et vous voyez, alors en régression contrainte, pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire qu'on a forcé la droite à passer par 0 en considérant que le patient ne grandissait pas le jour où on lui mettait le cathéter. Et on obtient une pente de 0,65, ce qui veut dire en traduction clinique que le déplacement de l'extrémité distale vers la position céphalique se fait de 0,65 mm par centimètre pris par le patient sur la même période. Avec un coefficient de détermination que vous voyez à 0,14 qui est assez faible, ce qui veut dire en fait que toute l'évolution, tout le déplacement du cathéter ne peut pas être expliqué que par la croissance staturale. Alors, on a regardé s'il y avait des facteurs confondants et qui pouvaient expliquer ces variations de position, avec notamment quelques cathéters que vous voyez qui sont aberrants et qui sont, eux, déplacés non pas vers le côté céphalique, mais plutôt vers le bas, ce qui était quand même assez aberrant. Et donc, il n'y a pas de différence entre les cathéters posés à droite ou ceux posés à gauche. Finalement, les coefficients de régression sont les mêmes, donc le déplacement est à peu près le même qu'on pose le cathéter à droite ou à gauche. Pourquoi on s'est posé cette question? Parce que quand on passe à gauche, il y a tout le tronc brachio-céphalique qui est assez long et qui pourrait favoriser des déplacements supérieurs. Donc en conclusion, on a quand même une corrélation positive, certes faible, mais quand même significative dans le déplacement des cathéters en fonction de la croissance, avec un déplacement moyen estimé à peu près à 0,65 mm en direction céphalique par centimètre. Cependant, avec un coefficient de détermination aussi faible, on ne peut pas estimer que la prédiction est suffisamment précise pour se passer d'un suivi radiologique. Alors, on a essayé donc de regarder cette irradiation. On peut considérer qu'elle est quand même relativement faible. Et ça, c'était plutôt la bonne surprise, même s'ils n'ont pas que des radiographies de thorax. Ces enfants-là, ils ont plein d'autres examens. Et donc, il faut prendre en compte l'ensemble des radiations médicales. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il est difficile de se passer d'un suivi régulier. On peut discuter des méthodes de suivi. Nous, on est resté sur la radiographie, mais peut-être que d'autres ont d'autres méthodes de suivi, notamment les échographies, mais pour des raisons pratiques, c'est vrai que la radiographie est plus facile d'accès que l'échographie, raison pour laquelle la plupart des centres font des radios. Je vous remercie pour votre attention. On va prendre une question, s'il y en a une, pour terminer. Oui, Jérôme ?
Merci Emmanuel pour tes résultats que j'ai déjà vus, mais me vient une réflexion. Tu t'es repéré par rapport à la carène pour être proche dans le médiastin du cathé, ce qui est malin. Est-ce que tu as regardé si le mouvement des cathéters avec la croissance dépendait du nombre d'arcs antérieurs visibles sur la radio au-dessus du diaphragme, ce qui était un moyen un peu dérivé d'analyser l'inspiration et l'expiration de l'enfant au moment de la radio? Non, on n'a pas regardé ça. On en avait parlé avec Ahmed Kenich au moment où, enfin, le radiologue avec qui on a travaillé. C'est un peu compliqué à faire parce qu'en fait, les radios sont pas toujours effectivement très bien prises. La pénétrance, elle est variable. Donc, compter, c'était un peu difficile. Mais c'est une bonne idée. On pourrait regarder ça aussi. Mais on l'a pas fait. La carène est plus simple d'analyse. Après, on peut se dire aussi que la carène peut changer avec la croissance. Et c'est peut-être ça que tu veux dire par rapport aux arcs. Mais en fait, c'est très stable. C'est-à-dire que ça reste, par rapport au rachis, ça reste relativement à la même place. Merci à tous les orateurs et nous laissons la place. Question. Je poserai avec ma question en off à Emmanuel.